Là, je vais vous présenter la licence de sciences de l'éducation, qui est donc pilotée par moi et Suzanne Eladj, qui est aussi le maître de conférence en sciences de l'éducation et qui est plutôt une disciplinaire sciences physiques. Et c'est la responsable de la mention qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alors, présenter peut-être rapidement un peu ce que sont les sciences de l'éducation et de la formation. Elles ont été renommées il n'y a pas très longtemps. C'est une discipline relativement jeune par rapport à l'histoire de l'université, 55 ans, donc création en 1967. C'est une section CNU à part entière, c'est une discipline à part entière, comme le sont les STAPS et le droit, et qui ne se limite pas à l'enseignement scolaire. Souvent, je dis, ce n'est pas les sciences de l'éducation nationale. C'est les sciences de l'éducation, c'est-à-dire que c'est plus qu'un objet de recherche. L'éducation, c'est vraiment un champ de recherche assez large. Alors, qu'est-ce qui caractérise les sciences de l'éducation et de la formation? C'est vraiment s'intéresser à la question de la transmission des savoirs. Sur aussi les pratiques, il y a toujours une connexion, et je pense qu'en STAPS on partage aussi cette même histoire, pluridisciplinaire, toujours une très grande connexion entre des connaissances qui viennent des sciences humaines et sociales, et puis toujours un rattachement assez proche avec effectivement la pratique professionnelle, et surtout une interrogation aussi par rapport aux finalités éducatives. Historiquement, les sciences de l'éducation, elles ont commencé par de la philosophie de l'éducation. Donc on retrouve ça dans les maquettes de formation. On retrouve effectivement toujours des savoirs qu'on va retrouver sciences humaines et sociales, c'est-à-dire avec un triptyque qu'on va retrouver dans beaucoup de maquettes en France, sociologie, psychologie et philosophie de l'éducation, avec un ancrage aussi disciplinaire et didactique, dont le but est toujours effectivement d'être très relié à la question de la formation et des enjeux autour des pratiques professionnelles. Donc on va retrouver, et on a tendance à considérer que dans les maquettes de formation en sciences de l'éducation, on va retrouver deux choses: des savoirs à enseigner, et puis aussi des savoirs pour enseigner, qui sont nécessaires pour enseigner. La connaissance du système éducatif, connaissance du public, ça nous sert à justement nous adapter à notre public. Ce qui caractérise aussi les licences de sciences d'éducation, c'est souvent une initiation à la recherche assez prononcée. On est une jeune discipline, donc on cherche à asseoir un peu notre légitimité, et ça passe souvent par justement la recherche. Et dès la L3, on retrouve souvent une initiation à la recherche assez poussée. Nous, par exemple, dans notre diplôme, on fait un travail d'étude et de recherche, un mini-mémoire, si vous préférez, dès la licence 3, ce qui fait bien la connexion avec le master, et j'y reviendrai aussi. Donc, une initiation à la recherche. Il y a toujours cette visée praxéologique. Les connaissances des sciences de l'éducation, elles ont vraiment une finalité assez pratique. Elles servent effectivement à analyser ses propres pratiques. Par exemple, la place du stage, vous allez le voir dans la formation, est assez importante. Et puis dans les licences de sciences d'éducation, j'y l'ai dit, mais les savoirs disciplinaires et didactiques, on va les retrouver dans quelques cursus, du coup quelques parcours à l'intérieur des sciences de l'éducation qui sont vraiment spécialisés, orientés vers justement plus l'enseignement. C'est là où on va les retrouver. Alors on a une histoire assez particulière, puisque du coup, nous, la licence de sciences d'éducation, elle est très récente, 2018-2019, la première, l'ouverture en fait de la licence. On était quasiment les derniers, la dernière académie qui n'avait pas de cursus de sciences d'éducation. Donc c'est vrai que c'est très récent, donc moi j'aurais pas une présentation comme mes collègues qui ont beaucoup plus de recul par rapport aux chiffres, par rapport effectivement, vous allez voir, on est sur des petits effectifs en plus. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu comment aussi ces maquettes un petit peu ont évolué, parce qu'on a fait une première version en 2018-2019 qui était un parcours unique, et on a diversifié en fait les parcours de formation. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, quelques mots sur Parcoursup. Alors Parcoursup, je ne vais pas en dire beaucoup parce que, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas forcément beaucoup de recul. On a encore une formation très récente. C'est vrai qu'on a été surpris les premières années par rapport à la demande. Alors surpris et pas vraiment surpris, puisqu'on était les seuls à ne pas l'avoir de ce type de cursus dans l'académie. On savait bien que ça marchait ailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Et donc effectivement, beaucoup de demandes avec, vous voyez le nombre de places. Vraiment, la première année, je crois qu'on a dû avoir 600 demandes en L1. Et voilà, c'est des demandes qui sont constantes, en tout cas sur les 3 années, avec pas beaucoup de place, puisque du coup, on est sur une ouverture de chaque parcours
autour d'une 40aine de places, et vous allez voir aussi comment ça se répartit au niveau de l'académie. On a aussi quelques places en LAS, 8 places en LAS, donc voilà, on a aussi ces candidatures-là. Donc je vais vous dire quand même quelque chose sur Parcoursup. C'est vrai que ce qui nous surprend, nous, c'est que finalement, avant, on nous demandait si on avait le bac pour nous inscrire à l'université, puis là, maintenant, on s'intéresse non plus au bac, mais aux conditions dans lesquelles vous avez eu le bac. Donc, ce qui aussi nous questionne un petit peu sur ce type d'outils. Alors, d'abord, effectivement, nous, en tout cas, ce que je peux en dire sur Parcoursup, on n'a pas le WICI, on classe tout le monde. On va faire un préclassement avec l'outil, justement, d'aide à la décision. On prend donc les résultats académiques, les moyennes des notes premières, terminales, et dans l'esprit, dès le départ, du paramétrage du Parcoursup, on n'est pas sélectif au niveau effectivement des filières de bac, puisque du coup les sciences de l'éducation n'existent pas avant, puisque le métier d'enseignant du premier degré est polyvalent. Alors on aurait eu du mal à choisir une discipline particulière pour la valoriser. Donc effectivement, c'est un recrutement relativement ouvert, mais quand même une tension très forte par rapport au nombre de places. Vous voyez effectivement les effectifs. Alors vous voyez plusieurs parcours, je vais les détailler. Avec un parcours donc qui a ouvert aussi cette année. On a ouvert la L1 cette année qui s'appelle le parcours PPPE. Vous avez dû en entendre parler. Et effectivement, je vais vous préciser ce que c'est. C'est des parcours un professorat des écoles, c'est-à-dire pour les étudiants qui souhaitent vraiment se destiner tout de suite au métier du premier degré, être enseignant du premier degré. Il y a cette possibilité de suivre un cursus entre le lycée et l'université. Avec 75% des cours au lycée la première année et 25% à l'université, 50-50 la deuxième année, et 75% université et 25% au lycée la troisième année. Donc il y a eu beaucoup de publicité sur ce parcours-là, ce qui explique que vous ayez eu beaucoup de demandes. Ça a été le parcours le plus demandé en fait sur cette année. Pardon. Donc là vous voyez les effectifs. Donc en L1 on va être sur 40 places. Pour chaque parcours, et 40 places tout au long du cursus L1, L2, L3, avec des arrivées, des sorties, j'en parlerai peut-être un petit peu. Et puis en L1, ce parcours PPPE, il a été limité à 25 places, même si l'université a fait un peu de surbooking sur ces cursus-là. Alors, la description des parcours, ce sera peut-être le plus intéressant pour vous. Alors, on a au départ, on était sur un parcours, on a développé l'offre de formation sur 3 parcours. Le premier, c'est le parcours le plus ouvert. Il s'appelle EFUI, Éducation et Formation en intervention éducative. C'est le parcours qui se destine aux étudiants, par exemple, qui veulent être CPE, ou des étudiants qui veulent travailler dans le domaine de l'éducation, mais qui ne savent pas vraiment encore si c'est vraiment le professorat des écoles qui les intéresse, ou si c'est éventuellement un autre type de public qui peut effectivement les intéresser. Donc là, vous voyez, sur ce parcours EFI, il va être présent uniquement sur Châlons. Vous avez la carte. Donc il y a uniquement sur l'académie 40 places dans ce parcours EFI, qui est justement le plus ouvert ensuite en termes de débouchés au niveau des masters. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure sur les masters. On a ensuite le parcours Pluri. Le parcours Pluri, c'est un parcours de licence de sciences de l'éducation pluridisciplinaire où le débouché principal, c'est vraiment pour les étudiants qui souhaitent devenir professeurs des écoles et qui le savent relativement tôt. D'accord ? Donc une spécialisation rapide sur uniquement effectivement ce projet professionnel. Et le parcours PPPE, c'est le même type de public, c'est les étudiants qui se destinent au professorat des écoles et qui pensent que c'est effectivement leur objectif dès le départ à la sortie post-bac. Alors, ces parcours, ils n'existent pas indépendamment des autres. Alors, c'est la modalité qui est différente, puisque du coup, le parcours EFI, c'est l'université, parcours Pluri, c'est l'université. Le parcours PPPE, il y a une organisation partagée entre le lycée et l'université. Le lycée va s'occuper du disciplinaire, c'est-à-dire de la formation disciplinaire. Elle va être prise en charge effectivement par les collègues du secondaire. Là, c'est le lycée Bouchardon et le lycée Charles de Gaulle à Chaumont.
vous voyez sur la carte, hein, uniquement sur Chaumont, sur effectivement cette ville, avec 2 lycées et des cours à l'INSPE. Hein. Et vraiment, c'est ça la différence. Hein. Après, il va y avoir une différence en termes d'architecture de formation, je vais y venir. Alors, ces parcours, ils sont liés les uns aux autres. En fait, comme dans les métiers de l'éducation, il y a une culture commune, entre les psy-EN, entre voilà, les encadrements, enfin les CPE et puis les enseignants du premier et du second degré, bah, effectivement, il y a une formation qui est mutualisée entre ces 3 parcours, c'est-à-dire que tout ce qui va concerner les savoirs pour enseigner ce que sont les sciences de l'éducation, la connaissance du système éducatif, la connaissance des publics, les problématiques autour de l'inclusion et du numérique à l'école, par exemple, eh bien, ce sont des cours qui sont mutualisés. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes cours au même moment. Et là, on utilise effectivement le comodal, c'est-à-dire, moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je m'occupe de mon cours sur l'introduction aux sciences de l'éducation. Je vais aller à Châlons faire mon cours qui va être retransmis en même temps sur Charleville et sur Chaumont. C'est pas tout le temps comme ça. Il peut y avoir, voilà, on peut diviser le nombre d'heures et puis on se répartit, par exemple, 2 cycles de formation pour qu'il y ait quand même un peu plus de présentiel. Ça, c'est la particularité hein, de ce type de formation, le fait qu'il y ait effectivement une formation mutualisée. Ensuite, la formation spécifique pour chaque parcours L1, L2, L3, vous retrouvez donc, au-delà du tronc commun que j'ai décrit, donc une formation spécifique. Le parcours pluridisciplinaire, vous allez avoir la maîtrise des savoirs fondamentaux, ils vont faire des maths, du français, de l'EPS, programme de collège en maths par exemple, voilà, ces choses-là. Et il y aura aussi une formation didactique. Pas seulement du disciplinaire, mais aussi une formation didactique avec des enseignants-chercheurs spécialisés en didactique. Et puis, forcément, voilà, cette notion de polyvalence aussi, qui est le cœur de métier hein, de l'enseignement du premier degré, travailler sur des projets interdisciplinaires, voilà, comment on travaille sur des projets en lien avec plusieurs, effectivement, disciplines. Le parcours EFI, sa spécificité, ça va être justement une approche un peu plurielle de l'éducation et de la formation. On va leur faire des pas de côté, on travaille beaucoup sur des projets. Je vais vous en montrer je vous en parlerai tout à l'heure. Et par contre, puisque vous avez vu la tension qu'il y a sur les effectifs Parcoursup et sur le nombre de places disponibles, il s'avère qu'il y a un principe de la réalité qui nous a fait changer nos maquettes de formation par rapport aux premières versions. On s'aperçoit que même dans le parcours EFI, une fois qu'ils sont pris sur Parcoursup, ils vous racontent tout ce qu'ils veulent sur les lettres de motivation, et puis effectivement, une fois qu'ils sont dans la formation, ils vous disent en fait, je vais être professeur des écoles, mais j'ai raconté autre chose pour être dans la formation. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a à peu près, on va dire, un tiers d'étudiants dans le parcours EFI qui sont vraiment dans l'objectif initial, c'est-à-dire CPE ou travailler dans d'autres domaines, mais dans le domaine de l'éducation. On se retrouve avec 2 tiers quand même des étudiants qui nous disent « mais je vais être professeur des écoles ». Donc, on a ouvert des options, on a fait un système d'options pour que ces étudiants-là puissent suivre justement les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire du disciplinaire, maths, français et plusieurs autres disciplines, mais c'est en option, c'est-à-dire que les étudiants ont encore cette chance de pouvoir quand même continuer de se former, notamment sur les aspects disciplinaires. D'accord ? Ça, c'était important à rappeler parce que ça, c'est un changement important qu'on a fait par rapport à la réalité du public qu'on avait. Le parcours PPPE, donc eux vont être sur la maîtrise des savoirs fondamentaux, ce sont les cours assurés par le lycée, donc du disciplinaire. Et par contre, effectivement, ils ne voient pas toujours forcément les aspects didactiques ou la spécificité de travailler sur une discipline dans le premier degré, puisque ce sont des collègues du second degré qui forment justement sur les aspects disciplinaires. Et ensuite, la spécificité d'enseigner dans le premier degré, elle va se faire ensuite avec la connexion avec le stage. Le parcours PPPE, ils vont avoir des stages dès la première année. Alors les modalités de cours variées, CM, TD et TP comme tout le monde, et je partage tout à fait l'avis des collègues, même si effectivement on va être sur des petits effectifs, vous l'avez remarqué. Mais le comodal fait que du coup on a tout le monde en même temps. Donc effectivement on n'a pas, des fois quand on est sur des groupes de 40, que ça soit CMTD, on ne voit plus tellement la différence en fait, puisqu'on a toujours 40 étudiants. Bon, ils savent très bien quand il faut émarger ou pas.
Mais on a effectivement quand même des effectifs relativement nombreux, donc voilà, un peu plus d'une centaine d'étudiants en L1 par exemple, moi quand je fais mon cours magistral. Alors la particularité donc, de cette formation, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont organisés. C'est normal, ils vont se préparer à un métier. Il faut qu'un métier où on met en œuvre des projets pédagogiques, où on enseigne, donc il faut effectivement mettre ça en œuvre assez rapidement. Donc on met en œuvre des projets, dès la L1 par exemple, ils n'ont pas de stage. Ils ont des stages qu'à partir de la L2 et ensuite en L3. Mais en L1, on leur fait concevoir des projets dans le cadre effectivement d'un enseignement que je gère, et ils doivent finalement se créer eux-mêmes leur propre stage. C'est un peu la même idée de se dire, bah oui effectivement ils n'ont plus de contact avec le sport, parfois ils ont un club, mais le fait d'avoir déménagé font qu'ils ne sont plus dans le club. Là effectivement c'est l'idée de reconstruire ça, c'est-à-dire de les pousser à devoir concevoir un petit projet. Alors ça peut être un hôtel à insectes dans une école, mais au moins ils seront allés demander, négocier ce type de projet d'installation dans l'école. Peut-être qu'il y aura même une convention de stage qui sera assignée. Voilà, ils ont fait des démarches pour effectivement faire quelque chose collectivement, pour commencer à rentrer un petit peu dans les écoles. Donc on n'a pas de stage en L1, mais vous voyez, on essaye un petit peu de prévoir ça pour eux. Il y a une étudiante, les Puzzles Voyageurs, par exemple, elle a profité de cet enseignement-là pour faire une association d'échanges internationaux avec des pays africains, avec une école, pour envoyer des puzzles là-bas. Voilà. Elle a monté tout son projet. Et puis, alors là, il y a plein d'autres exemples comme ça. Ensuite, les stages. J'ai parlé des stages, donc même s'il n'y a pas de stage en L1, il y a ce projet-là qu'ils doivent mener tout au long de l'année. Et ensuite, les stages, c'est 1 jour par semaine qui est prévu dans l'emploi du temps. Par exemple, les L2, le lundi, ils sont en stage. Et ensuite, en L3, le vendredi, ils sont en stage. C'est prévu dans l'emploi du temps. Et on a des relations privilégiées aussi avec le rectorat, puisque du coup, les tuteurs qui les accueillent sur les lieux de stage, en tout cas en L2, ce sont des MAT, des maîtres d'accueil temporaire, qui sont payés pour ça. Donc ils ont des conditions, quasiment, on les met en stage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stage à trouver. On s'organise, ils organisent du covoiturage et on les met en stage. Alors des fois ils râlent, parce que c'est jamais assez près de chez eux, mais on leur explique effectivement que quand même ils n'ont pas déjà de stage à trouver et que le tuteur qui va les accueillir, ça va être son boulot de les accompagner. Donc 1 jour par semaine, donc éducation nationale ou hors éducation nationale. Quand c'est éducation nationale, c'est les conditions dont je vous ai parlé. Et quand c'est hors éducation nationale, ou voire même hors académie, ils se débrouillent. C'est souvent des stages en binôme, et que ce soit en L2 d'ailleurs, ou en L3. La différence, c'est qu'en L2, ils doivent observer, et en L3, ils doivent intervenir. Alors, les conditions de stage sont un peu différentes. Quand on est en maternelle, en L2, on intervient assez rapidement. Parce qu'on ne peut pas être en situation d'observation en classe, puis en plus il y a des petites chaises, ça serait assez désagréable. Rapidement, ils passent à l'action. Ensuite, en élémentaire, pour les stages en élémentaire, c'est vrai qu'ils peuvent rester un peu plus sur de l'observation. En L3, on leur demande de construire des projets. Projets se mettre au service de l'équipe de l'école, et ils doivent concevoir un projet. Au semestre, semestre 5 et au semestre 6, ils doivent concevoir un projet à vocation interdisciplinaire. Donc, il y a des cadrages, et je dis ça parce qu'on ne pourrait pas imaginer un stage de L2 avec de l'intervention. Pourquoi ? Parce que vous avez des contrats AED premier degré. Les contrats AED premier degré, c'est des contrats qui sont donnés sur l'académie, où les étudiants sont présents 8 heures par semaine dans une école, ils sont payés pour ça. Voilà, il y a quelques contrats, des étudiants à nous qui ont des contrats, et dans le contrat est précisé qu'en L2 c'est de l'observation et en L3 c'est intervention. Donc on ne pourrait pas avoir des stages à 2 vitesses, donc du coup on a aligné ce cadrage de stage par rapport à ça. Alors le problème des AED premier degré, c'est que le stage ça va être dans une classe pendant 2-3 ans. Donc ils ne voient qu'une chose et qu'une classe. Sur ceux qui ne sont pas AED, on les fait bouger de lieu de stage tous les semestres. Alors oui, on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc les AED premier degré, ils sont payés, mais ils ne voient qu'une partie du métier. Les non-AED voient plus de choses, mais ils ne sont pas payés.
Voilà. Et le cadrage reste toujours le même, du coup, pour s'aligner sur ces contrats-là. Des expériences avec les partenaires de l'éducation nationale et de l'économie sociale et solidaire, pardon. Ben, vous voyez une photo là des étudiants, c'était vendredi, ils sont allés au jardin de Sillery faire une sortie nature. Donc ils avaient bien trouvé leur je les envoie en hiver, hein, c'était pas volontaire. Mais voilà, on essaye de, surtout après le Covid, voilà, leur montrer que voilà, il faut qu'on puisse réaliser des projets. On va avoir des projets autour de l'environnement. Donc voilà, on axe beaucoup de choses sur cette mise en œuvre-là. Pourquoi ? Parce que les étudiants qui sont engagés, on a des étudiants qui sont engagés, on reconnaît leur engagement. Des étudiants, il y a des étudiants qui participent au Cordées de la réussite, il y a des étudiants qui sont bénévoles dans des associations, on peut le reconnaître, optionnel, avec des ECTS, mais en même temps il faut le provoquer, parce qu'on est beaucoup sur une sociologie d'étudiants qui sont peu mobiles et qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'engagement auparavant. Et puis il y a cette rupture aussi avec le lycée, ils étaient très engagés au lycée, ils arrivent à la fac, tout s'écroule. Ils ne sont plus du tout engagés, ils sont un peu timides et réservés. Donc on essaye effectivement de leur montrer un peu le chemin de l'engagement associatif par ce biais-là, en leur faisant rencontrer des partenaires de l'SPER. Des cours donc mutualisés en communal, ça c'est ce qui fait aussi beaucoup réagir un peu les étudiants. Ils ont un tiers, je vous ai dit, cours mutualisés donc, en communal, en situation un peu hybride. C'est vrai que c'est les cours les plus compliqués pour eux. Alors non seulement c'est des cours magistraux, souvent, mais en plus, voilà, ils doivent le suivre à travers effectivement une caméra, dans une salle, etc. Alors ils n'ont pas beaucoup de cours, comme ça, ils ont un tiers à peu près de la formation, mais pour eux déjà, un tiers, c'est souvent un peu compliqué pour eux, parce que ça sollicite aussi l'autonomie. L'usage constant, donc Moodle, Padlet, ou alors on utilise beaucoup ces outils-là. Les modalités d'évaluation, c'est comme tout le monde, écrits terminaux et contrôle continu en L1, davantage de dossiers à rendre à seul ou en groupe au fur et à mesure. Alors, on évite par exemple le fait de travailler en groupe, c'est souvent source de beaucoup de problèmes entre eux au niveau de la L1. Alors, celui qui n'a pas travaillé, qui a la même note, etc. Donc on se retrouve parfois avec des tensions dans les groupes. Donc voilà, on essaye de le faire en sorte que ça soit très progressif pour qu'ils apprennent à travailler un peu ensemble. Et puis le travail de recherche avec le TER à mener dès la 3e année pour faire le lien avec le master. Donc on les fait travailler sur l'autonomie. Dès la L3, on leur donne un thème obligatoire, l'autonomie. On leur donne une série d'articles scientifiques sur l'autonomie, à eux de trouver une problématique autour de l'autonomie à travailler en lien avec le lieu de stage qui va constituer le lieu de recueil de données. Donc ils doivent faire un recueil de données, des entretiens, des questionnaires, des observations et plus des lectures scientifiques. Alors, c'est une formation de proximité, on a effectivement pas beaucoup d'effectifs. Sur les LAS, en première année, donc on a 8 places. C'est vrai qu'on les perd un petit peu. Je crois que cette année, en L2, par exemple, on n'en a plus. Mais il y en a beaucoup, par exemple, cette année en L1. Donc c'est très variable. Dans l'encadrement, on est à peu près 70 intervenants, tout statut confondu. Des petites promos, ce qui facilite quand même beaucoup la transition entre le lycée et l'université, avec 40 étudiants, vous les connaissez tous. Ils sont parfois d'ailleurs surpris qu'on les connaisse tous. Donc la question de l'absence dans les CM, par exemple, ça se voit tout de suite. C'est un peu le problème pour eux, parfois. Logique de montée en compétences, on n'en perd pas beaucoup. Il y a souvent beaucoup d'interrogations en L2. Ils s'interrogent beaucoup en L2 parce qu'effectivement, c'est souvent un moment charnière pour eux. Logique de montée en compétences, c'est vrai que quand on en a 40, on n'est pas du tout dans la même problématique que pour les gros effectifs. Ceux qui décrochent, on va le voir assez rapidement, on va les accompagner. Généralement, on en perd, là, je sais pas, cette année, on doit en perdre en L1, sur un parcours, on en perd 4 ou 5. Voilà. Pas plus. Présence de l'INSPE aussi. Alors donc l'accompagnement par les responsables de formation. Donc moi je me déplace beaucoup sur les sites, ma collègue aussi. Donc je vais à Charleville, à Châlons, à Chaumont, rencontrer les étudiants, faire cours, pour éviter que ça soit toujours sur le même site d'où partent les visios. Donc on connaît quand même bien les étudiants. Une présence de l'INSPE donc sur le territoire. Il y a des responsables RCS, c'est des responsables de sites de formation. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un interlocuteur
qui est le responsable du site de formation, qui est souvent là effectivement pour répondre à leurs questions. Et puis évidemment les responsables de parcours. La mise en stage, j'ai rappelé qu'elle était facilitée donc avec le rectorat, donc ça se passe très bien avec le rectorat là-dessus. Et puis voilà, des postes d'AED aussi premier degré qui sont intéressants pour ces étudiants-là. Donc là, c'est l'image de l'ouverture. En bas, là, donc en haut, vous avez aussi les nouveaux locaux. Je n'ai pas parlé des nouveaux locaux à Châlons. Il y a des nouveaux locaux à Châlons. Ce qui est intéressant, parce que là, on voit le mélange entre les étudiants de l'IUT, les étudiants, effectivement, de l'INSPE. On a vraiment une expérience d'étudiants d'un campus universitaire à taille humaine. Donc ça, je suis vraiment très content pour eux. C'est une galère un peu pour nous, des nouveaux locaux, mais pour eux, effectivement, pour les étudiants, c'est vraiment des conditions intéressantes sur Châlons. Charleville aussi, ils ont des conditions facilitées. Et puis, pour le parcours PPPE, ça se passe très très bien. L'équipe enseignante des deux lycées sont vraiment extraordinaires. Après, se pose toujours la question pour eux de leur identité. Est-ce qu'ils sont étudiants ou lycéens ? Est-ce qu'à la cantine, quand on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable au lycée, est-ce qu'on est vraiment un étudiant ou on est un lycéen ? Voilà. Bon, ça va venir, mais effectivement, pour l'instant, en tout cas, j'ai discuté un peu avec eux, à part la visio qui est toujours un peu le truc récurrent, ils sont quand même très très contents. Les poursuites d'études. Alors, je reprends le schéma. Vous avez donc EFI, Pluri, PPPE. Même si vous avez des débouchés avec des masters que je vais vous décrire, quand même tous les parcours, ils peuvent mener au MEF premier degré. Comme je vous l'ai expliqué, on ne pourrait pas imaginer que des étudiants en EFI ne soient pas pris. Ça reste quand même une licence de sciences de l'éducation, au final. Même si vous avez des parcours différents, ça reste une licence de sciences de l'éducation qui est quand même la licence la plus appropriée, puisque c'est l'INSPE, pour les MEF premier degré. Donc en EFI, ils font du disciplinaire, donc forcément, effectivement, voilà, ça correspond bien aux objectifs du master MEF premier degré. Donc Pluri, PPPE, par contre, effectivement, c'est vraiment ce débouché master MEF premier degré. Généralement, quand il y a des étudiants qui commencent à s'interroger, qui veulent changer de master, c'est pas à la L3 en fait que ça arrive, c'est souvent comme je vous ai expliqué un petit peu en L2, et il peut y avoir une mobilité entre les différents parcours. Et finalement, l'étudiant qui a commencé en PPPE ou qui a commencé en Pluri, s'il commence à s'interroger en L2, on le récupère en EFI. Et du coup, effectivement, ensuite, il part sur notre master. Mais généralement, on ne s'interroge pas à la fin de 3 ans en disant « c'est pas ce que je voulais faire ». Vous avez des questions peut-être sur la poursuite d'études ? Ça, c'est pour le MEF premier degré. Le parcours EFI, c'est lui qui offre peut-être le plus de diversité, même si ça concerne beaucoup moins d'étudiants. Alors, on a la majorité des étudiants qui vont aller sur les masters MEF premier degré. Ensuite, sur le parcours EFI, voilà, on a les 3 parcours de la mention PIF. PIF, hein. Pratique ingénierie de la formation. Conception et intervention, c'est le master CIREF qui est plus orienté être formateur d'adultes. Un nouveau parcours qui s'appelle IDT, qui a 2 ans, parcours inégalité, discrimination et territoire, voilà, des questions assez orientées comme autour du travail social, spécifiquement lié à la question des discriminations. Ensuite, un parcours aussi tout neuf, ingénierie, donc des formations, donc là c'est vraiment de l'ingénierie pédagogique liée au numérique. Avec, dans ces 3 parcours, souvent beaucoup de travail à distance parce que ça s'organise avec un public plutôt d'adultes, hein, donc forcément des gens qui travaillent, et dans l'organisation de ces parcours-là, on est sur des horaires adaptés aux salariés. Donc, ce qui permet aux étudiants de travailler en même temps. Par exemple, il y a une étudiante en L3, elle a été embauchée dans un CFA, elle a voulu faire le parcours CIREF, du coup elle pouvait cumuler son contrat au CFA et commencer à suivre les cours 17h30, 20h30 en visio en plus de son travail. Donc c'est vraiment ces parcours-là, voilà, traditionnellement ils ont quand même été beaucoup plus, et c'est plus un public d'adultes qui viennent déjà avec un métier, mais pas que, de plus en plus on a des étudiants de formation initiale qui viennent dans ces masters-là. Ensuite, EFI, le parcours MEF, vous n'avez pas vu MEF, second degré, encadrement éducatif. Alors, rapidement sur l'insertion professionnelle, pas à l'issue de la licence évidemment, avec de la poursuite d'études. Quelques mots, forcément c'est l'enseignement et l'éducation qui sont premiers pourvoyeurs de débouchés professionnels. Je vous ai mis tous les secteurs
qui justement recrutent des étudiants en sciences de l'éducation avec un master sciences de l'éducation. Formation d'adultes, je l'ai dit, travail social et d'animation, même s'il y a d'autres cursus qui travaillent ça. Je vais m'arrêter peut-être parce que je dois être rapide. Les nouveaux métiers en fait. Ingénieur d'études dans l'enseignement supérieur et de la recherche. De plus en plus on recrute des gens qui viennent des sciences de l'éducation pour accompagner des enseignants du point de vue pédagogique. Ça c'est de la pédagogie universitaire. Je crois qu'en STAPS, il devait y avoir un ingénieur pédagogique, il me semble, qui avait été recruté dans des écoles privées du supérieur. On recrute beaucoup d'ingénieurs pédagogiques pour accompagner les transformations du travail, puisque souvent on a beaucoup de vacataires, il faut intervenir beaucoup de vacataires pour leur expliquer ce que c'est l'ENT, pour commencer à construire des scénarios pédagogiques. Et bien effectivement, vous avez des ingénieurs pédagogiques qui les aident. C'est le sens du parcours IFUN que je vous ai montré. De nouvelles perspectives, puisque Parcoursup c'est compliqué, puisque de plus en plus on demande très tôt aux élèves de s'orienter, vous avez un nouveau métier. L'accompagnement, en plus, alors il y a des psy-UN, ils doivent être pas très contents, mais vous savez que ça se développe, des officines privées, des gens qui sont en libéral et qui sont sur de l'accompagnement à la scolarité, de l'orthopédagogie. Quand des parents ont un enfant qui ne peut pas bénéficier, par exemple, d'aide de la MDPH, et qui sont au bord, par exemple, des troubles de l'attention ou des troubles de l'hyperactivité ou même de l'autisme, ben vous avez des orthopédagogues qui font payer des évaluations, 400 € pour un questionnaire de 40 questions. Et les parents qui sont stressés par Parcoursup, qui sont stressés par la réforme du bac, ils payent pour avoir de l'accompagnement à la scolarité. Et des étudiants qui viennent des sciences de l'éducation se positionnent maintenant effectivement sur ce nouveau secteur. Alors, pour terminer, les conseils. Alors, comme en STAPS, il faut avoir une connexion quand même avec les APS. Là, c'est pareil, il faut avoir une connexion avec l'éducation. C'est pas parce que vous avez été des bons élèves que vous allez passer naturellement dans le milieu de l'enseignement. Il faut suivre l'actualité de l'éducation. Ça, on a vraiment des étudiants qui ont un problème de culture au niveau effectivement de l'éducation. Ils ne connaissent pas le ministre, par exemple, de l'éducation. On leur reparle de comment vous avez eu vos ordinateurs portables, qui vous a payé les ordinateurs portables que vous avez au lycée. Ils ne savent pas les compétences de la région, les compétences du conseil général. C'est pour ça qu'on a des étudiants de droit qui viennent. Généralement, ils sont assez à l'aise avec toute la connaissance institutionnelle du métier. S'engager donc pour les autres, faire de l'aide aux devoirs, tout ce qui peut les rapprocher d'une meilleure connaissance du public, on le favorise. Comme je dis tout à l'heure, l'engagement il est reconnu et provoqué. On leur dit bien qu'il ne faut pas tout attendre de l'université. Tout à l'heure ça a été dit, le nombre de CTS travail étudiant. Voilà, des fois on leur dit quand même, les CTS, c'est aussi du travail étudiant à fournir. Souvent ils se limitent à la présence au cours. Entretenir une curiosité scientifique et culturelle, on se bat sur la représentation qu'ils ont pu se construire au niveau du stage de 3e. On se bat pendant quasiment 1 an là-dessus. Ils ont fait le stage de 3e et pour eux, ça constitue ce qu'ils ont vu pendant ce stage de 3e, c'est le métier. J'ai vu, je veux être enseignante en maternelle. Je veux être enseignant en maternelle. À quoi ça me sert de connaître l'histoire de l'art si je veux être enseignant en maternelle? Donc on leur dit bien, avec l'histoire de l'art, tu vas faire Kandinsky. Avec Kandinsky, en maternelle, tu vas faire les formes, les couleurs, dessiner des trajectoires, dessiner des cercles. Donc oui, effectivement, tu dois connaître l'histoire de l'art pour travailler en maternelle. Donc maintenant, tu me ranges ta recette de cookies. Donc voilà, ils sont souvent sur l'activité et ils perçoivent le métier à travers l'activité qui est menée sans en connaître le sens. Voilà, ça c'est... On se bat un petit peu